Salut à tous, bienvenue sur Increase Your Capacity, le podcast où l'on parle de développement chez les jeunes sportifs. Pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de recevoir Antoine. Antoine, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Bonjour à tous et à toutes. Moi c'est Antoine, Antoine Guy. Je suis pédicure podologue depuis 1 an et demi, donc depuis juillet 2019, dans la ville de Grenoble. Du coup j'ai commencé un remplacement et maintenant je suis en collaboration et en future association avec le créateur du cabinet. Et donc ça fait 1 an et demi que j'exerce en tant que pédicure podologue. Donc là pour le coup je pense qu'on va peut-être plutôt parler du côté podologie que pédicurie, mais après l'un va avec l'autre, donc il ne faut jamais quand même trop écarter le côté pédicure de la podologie, mais voilà, c'est ce que je fais. Ok, et dis-moi, les jeunes qui viennent te voir souvent, ils ont quoi comme comment je pourrais dire ça, comme blessure, ou on va dire comme handicap. Je ne sais pas si je parlerai d'handicap, mais quand ils viennent te voir, ils viennent te pathologie. voir. Ouais, pathologie. Ouais, alors oui, le handicap, Alors souvent, du coup, c'est pas eux qui viennent me voir, c'est les parents, quand même. Faut pas se mentir. À part, ouais, encore, j'allais dire, qu'est-ce qu'on entend par enfant, hein. Je pense que d'une fin d'adolescence, à la rigueur, ils pourraient se dire de eux-mêmes qu'il faut aller voir un podologue, mais c'est quand même rare. C'est quand même 99% du temps les parents qui emmènent quand même leurs enfants, que ça soit de quelques mois jusqu'à ce qu'ils les prennent en charge, on va dire 17, 18, 19, 20 ans. C'est souvent quand même les parents qui viennent. Et pareil, il y a plusieurs types de rendez-vous. Il y a les parents inquiets, où les problèmes ont pas d'enfants, les enfants ont pas de problème. Les rendez-vous où les parents et les enfants viennent de façon coordonnée, où c'est l'enfant qui a aussi voulu venir. Et voilà, il y a plein de cas différents, mais on va dire globalement, la raison principale souvent quand même des pathologies chez l'enfant qu'on retrouve en numéro 1, c'est ce qu'on appelle les ostéochondroses. En fait, c'est comment expliquer ça? C'est une pathologie de croissance qui est liée à une sursollicitation des muscles sur ce qu'on appelle des points de cartilage de croissance, où en fait la fusion entre les différents points des os ne sont pas encore formés, comme on voit des radios souvent d'enfants assez jeunes où on voit les os pas encore complètement soudés entre eux. C'est ça, et on le retrouve à des points spécifiques comme au genou avec on en parlait tout à l'heure en off, l'Osgood-Schletter, le talon, souvent au tendon d'Achille, donc la maladie de Sever. Voilà, il y en a plusieurs à différentes localisations du corps. On peut en retrouver sur le membre supérieur, mais nous, ça nous concerne un peu moins en tant que podologue. Mais voilà, c'est l'ostéochondrose, c'est la principale pathologie qu'on retrouve quand même chez les enfants. Et ça, tu le retrouves, à mon avis, autour du pic de croissance, ou tu peux l'avoir avant? Alors évidemment, il y a une grosse proportion, oui, d'enfants qui viennent en plein milieu de la période de croissance où ça arrive. C'est quand même dans tout ce qui est littérature scientifique, c'est ce qui a été observé, mais tu peux le retrouver, oui, tout à fait en début de croissance. Donc dès les premiers mois, dès les premières années, mais tout dépend. Ça va dépendre de l'activité de l'enfant. Clairement, même si chacun est réceptif de manière différente à la douleur et à la pathologie, mais globalement, c'est suivant vraiment l'activité de l'enfant. Plus un enfant il va être hyperactif, entre guillemets sportivement, plus il a de risques finalement de développer ce genre de pathologie. Okay. Mais jusqu'à tard aussi, on peut retrouver des ostéochondroses jusqu'à 16-17 ans. Enfin, ça dépend. En fait, si la croissance n'est pas complètement finie, ça peut arriver aussi tard, finalement. Ok. Et du coup, tu préconises que peuvent faire en fait. Déjà, la première chose, c'est les entraîneurs ou les parents. Comment ils savent que leur enfant ou leur jeune, il a un mal-être là? C'est quoi les symptômes? Déjà, c'est bête, mais parler déjà, demander à l'enfant. On se dit toujours oui, les enfants. Enfin, comment dire, la vérité sort de la bouche des enfants, comme on dit, mais il faut pas les sous-estimer. Au contraire, et il faut surtout en fait informer à la fois les parents, si du coup t'es un entraîneur, ou inversement, si t'es un parent, informer l'entraîneur. En fait, il faut vraiment qu'il y ait une discussion qui soit faite, et avec l'enfant aussi, parce que souvent, par exemple, dans les examens cliniques, quand je vois des enfants et leurs parents, moi, souvent, quand il y a deux chaises, par exemple, je mets l'enfant en face de moi et je pose les questions à l'enfant.
Donc Mhm. j'essaie quand même de le mettre dans la boucle. Bon, évidemment, s'il a 5, 6 ans, 7 ans, il aura toujours un peu plus de mal à comprendre que ce que je raconte qu'un ado de 15-16 ans, mais j'essaie d'adapter mes mots du coup en fonction de ça. Mais je répète le discours aux parents à côté, mais j'essaie quand même toujours de mettre l'enfant dedans. Et c'est pareil pour un sportif, un coach. Si le coach il va juste parler au père ou à la mère, euh, enfin ou en tout cas celui qui s'occupe de l'enfant sans en parler à l'enfant, ben je pense que s'il y a un traitement à faire ensuite ou à adapter un entraînement, bah ça se fera pas aussi bien que si l'enfant était dans la boucle, quoi. Mhm. Donc pour moi, il faut toujours en fait, faut vérifier, poser des questions de temps en temps, demander à son enfant est-ce que ça va, parce que c'est vrai que les enfants ont aussi ça comme avantage ou désavantage, tout dépend de quel point on se pose, mais ils ont une réception à la douleur qui est moins grande qu'un adulte. Un enfant, il acceptera plus de choses, plus d'efforts qu'un adulte. Et ça, c'est de par son corps, sa physiologie, mais aussi son cerveau. Donc c'est sûr qu'il faut prendre en compte ça, mais il faut quand même toujours poser des questions à l'enfant, demander est-ce que ça va, faire des bilans de temps en temps, mais pas forcément des bilans avec un podologue, de faire un bilan avec n'importe quel professionnel de santé pour voir si tout va bien, faire un check en fait, faire des checks régulièrement. Surtout si c'est un enfant qui fait beaucoup de sport. Et ça, c'est comme un adulte aussi, hein. Ça, pour le coup, on peut le retranscrire, mais il faut vraiment surveiller finalement, sous toutes les formes. L'entraîneur, là, par exemple, ou le parent, il, comment il peut prévenir un peu, qu'est-ce qu'il peut faire lui pour prévenir de l'ostéochondrose? Et est-ce qu'il a des Alors choses qu'il peut prévenir dans le mettre en... sens figuré, tu veux dire? Ouais, exactement. Tu veux dire anticiper, quoi? Anticiper un peu, Ouais. est-ce que c'est des exercices à mettre en place ou comment il peut faire? Est-ce qu'il a les moyens de le faire? Alors c'est un peu compliqué de le prévoir réellement parce que la localisation, elle dépend, enfin de l'ostéochondrose pour le coup, elle dépend du sport, elle dépend de la fréquence finalement, combien d'heures par exemple il fait par entraînement, par semaine, est-ce qu'il fait plusieurs sports, est-ce que dans son sport il va être compétitif ou pas, enfin est-ce qu'il va chercher à vouloir faire ça en loisir ou en compétition, et vraiment anticiper ça avec un coach, c'est quand même compliqué. Enfin, un coach ou n'importe qui, en fait, Ouais, d'anticiper une ostéochondrose, c'est quand même délicat. Parce OK. qu'il va y avoir des gens qui vont être, suivant la morphologie du coup qu'ils ont dans leurs pieds, dans leurs membres inférieurs en général, elle peut vraiment intervenir chez deux enfants par exemple qui s'entraînent le même nombre d'heures, le même sport, etc., qui font exactement la même chose, bah ils développeront pas forcément une ostéochondrose tous les deux et pas au même endroit. Et ça, c'est pour ça que c'est un peu délicat pour n'importe qui de prévoir ça et d'anticiper ça. Mais ce qu'il faut, c'est surtout voilà ce que je disais juste avant, c'est écouter, faire parler l'enfant, surtout s'il est jeune, parce qu'il se plaindra pas forcément et il se plaindra. Enfin, souvent les enfants se plaignent quand ils ont vraiment mal, et ben un adulte va souvent se plaindre avant qu'il ait vraiment mal, on va dire au début de la douleur, et ça, c'est plutôt ça qu'il faut chercher à détecter chez les enfants que vouloir vraiment anticiper une ostéochondrose, parce qu'au bout d'un moment le corps il fait un peu ce qu'il veut. Mmh. S'il y a une ostéochondrose qui veut se développer, elle le fera, on va dire. C'est un peu une phrase résumée, mais c'est un peu ça. OK, et bon, alors du coup, c'est, et si mon jeune a eu une ostéochondrose, comment je peux adapter ou qu'est-ce que je peux faire pour, par exemple, pour mieux l'échauffer? Ou, est-ce que je dois Ben, réduire tu ses viens de le dire, entraînements? déjà échauffer, c'est pas Ouais, c'est pas mal. Alors, tout dépend de, tu dis réduire les entraînements, si c'est pendant l'ostéochondrose, on va dire, parce que l'ostéochondrose finalement c'est une inflammation. Si c'est pendant l'inflammation, alors oui, il va falloir forcément réduire le rythme, ça c'est clair. Et bah, tout ce qui va être, on va dire, sport avec des sauts, des réceptions de sauts, des sprints, tout ce qui va être vraiment agressif au niveau, par exemple, hein, pour parler de l'ostéochondrose de sévère qu'on voit qui se développe au niveau du talon, donc au niveau de l'insertion du tendon d'Achille. Clairement, voilà, basket, volley, tout ce qui va être sport, pas forcément collectif, hein, mais où il va y avoir des chocs et des mises en effort du muscle très intense et subite, enfin assez succincte, et ben ça c'est pas bon. Ça, il va vraiment falloir réduire ça et adapter en fonction du sport, hein, évidemment, hein.
le but c'est pas d'arrêter complètement l'enfant parce que sinon il va déprimer. Il faut trouver un juste milieu entre les deux. Par exemple, bêtement, tu joues moins avec tes copains dans la cour, enfin tu fais moins de foot dans la cour, mais tu auras le droit par exemple de faire le tennis que tu faisais à côté de l'école. Il faut essayer de trouver des compromis avec l'enfant pour lui expliquer que plus il va reposer ses muscles et ses articulations où une ostéochondrose peut se développer, plus il guérira vite et plus il pourra reprendre vite surtout. Parce qu'une ostéochondrose, elle peut traîner plusieurs mois. S'il n'y a pas de voilà de repos en fait finalement pour calmer cette inflammation, calmer ce muscle qui tire trop sur le cartilage de croissance qui est pas encore formé, voilà ça va au bout d'un moment ça va pas se guérir, ça va même jamais se guérir, enfin jamais, j'exagère mais ça va mettre plusieurs mois pour réellement qu'il y ait l'inflammation redescende et ça c'est pas bon pour l'enfant. Et du coup s'ils ont une ostéochondrose et qu'ils viennent te voir, avec toi, ils vont faire quoi? Ou qu'est-ce que toi tu vas mettre en place pour ça? Tout dépend du lieu de l'ostéochondrose. Ouais. On y revient tout à l'heure, mais forcément, si c'est une ostéochondrose, alors souvent les deux principales qu'on retrouve, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est Osgood-Schletter, qui est le nom en fait des deux personnes qui l'ont découvert, et Sever pareil. On va suivant voilà la localisation pouvoir, nous le seul outil finalement qu'on a, enfin le principal outil qu'on a en tant que podologue dans le côté pédicure podologue, c'est les semelles orthopédiques finalement, où le meilleur exemple le meilleur traitement finalement par exemple pour une maladie de Sever, donc au niveau du talon d'Achille, c'est une semelle par exemple. C'est le meilleur, c'est un des très bons outils qu'on peut donner à un enfant en fait pour soulager et détendre son tendon d'Achille qui serait trop sollicité. Ça va être purement mécanique finalement sur ça. Et c'est sûr que sur des ostéochondroses à l'intérieur du pied intrinsèque ou au genou, ça va être un peu plus compliqué. Mais ce qui est à mettre en premier au niveau du traitement, c'est le repos. Clairement, ça c'est grâce à les semelles vont servir à ça, servir à reposer une articulation, reposer un muscle. Mais le repos, c'est ça le plus important. Nous, en tant que pédicure podologue, c'est un peu compliqué de réellement agir sur ça de façon complète. Nous, on aura quelques axes pour travailler, mais pas tous. C'est pour ça qu'il faut travailler toujours en collaboration avec les parents, l'entraîneur, le kiné, l'ostéo, voilà, tout ce corps médical autour du sportif finalement, du jeune sportif. Ça vous arrive d'avoir des relations avec un entraîneur ou avec un groupe d'entraîneurs sur des athlètes ou pas? Ou à chaque fois que c'est l'athlète, clairement. Alors vas-y. Pas forcément. C'est justement, ça peut être intéressant d'avoir un retour et d'avoir un suivi via l'entraîneur, parce que des fois c'est celui qui voit le plus l'enfant pendant son activité sportive, forcément parce que c'est son coach, donc c'est peut-être le meilleur qui pourra donner les infos sur comment est l'enfant, donc enfin l'enfant ou l'ado en général. Et donc non, en gros le but ça va être vraiment de parler avec l'entraîneur par exemple, ou avec des fois même les parents peuvent jouer un peu le rôle de coach, donc l'entraîneur c'est pas mal, par mail par exemple, ou même en appelant, ça peut être un suivi qui peut être intéressant, clairement. J'avais une autre question, moi c'était donc là c'était plus par rapport à en préparation physique, on va parler général, c'est-à-dire moi je donne des cours de CrossFit mais pour les kids, pour les jeunes. Et je pense à les entraîneurs qui sont par exemple en salle ou les profs de sport qui sont en salle. Est-ce qu'il vaut mieux les entraîner pieds nus ou en chaussures, ou est-ce qu'il vaut mieux les entraîner pieds nus ou en chaussures? Alors on peut peut-être parler des ceux qui sont plutôt en école primaire, 6-9, et ceux qui sont autour de la croissance, si tu veux. Alors déjà, ce qu'il faut préciser en premier, c'est que être pieds nus pour un enfant, c'est ce qui va être le plus naturel, parce que de base, on n'est pas censé avoir des chaussures, hein. Notre corps, il est fait pour marcher pieds nus par terre. C'est un peu basique, mais voilà, de base, on est quand même des hommes préhistoriques qui vivons dehors sans moyen de protection particulière, à part peut-être des peaux pour se protéger, mais voilà, ça restait fin. Là, ce qu'on a comme chaussures, c'est quand même assez récent et assez évolué. Donc, en soi,
marcher pieds nus pour un enfant et faire du sport même en étant pieds nus, tout dépend. Voilà, le sport. Hein, là, si on reste dans une préparation physique générale assez on va dire classique chez des enfants, voilà, comme tu dis, d'école primaire, ça peut être même une très bonne chose parce que le fait d'être pieds nus, ça va faire travailler les récepteurs sensoriels et du pied, et donc entraîner les muscles et les ligaments pour mieux pour être stimulé, mieux se construire dans la croissance. C'est un peu comme si on n'entraînait jamais un muscle. En fait, c'est marcher pieds nus, ça va muscler le pied, bêtement. Voilà, c'est un peu ça le résumé. Comme on musclerait un autre muscle en s'entraînant, bah là, s'entraîner, ça va être de faire travailler le pied sur le sol. Parce que le sol dur va venir faire, voilà, réagir ces récepteurs sous le pied qu'on a de partout, hein, sur tous les muscles du corps, mais là, principalement sur le pied. Alors que si on met une chaussure très molle, par exemple, bah on va inhiber ces capteurs et on va moins stimuler le pied comme il faudrait, par exemple. Ouais, ça va améliorer Donc si l'équilibre. l'activité, exactement, c'est ça. La proprioception, c'est ce mot qu'il faut retenir, c'est que la proprioception, elle se fera mal s'il y a si le pied est trop cocooné finalement, si le pied est trop dans une bulle, un nuage, si on en parlait aussi tout à l'heure en off, si on grandit avec des bulles tout autour du papier bulle entouré autour du corps et qu'à 15-16 ans, quand on a fini sa croissance, on les enlève, ben, notre corps il va pas être préparé au monde extérieur. Donc le pied, c'est exactement la même chose. Si on marche toute sa vie avec des chaussures hyper molles, hyper confortables, ben on n'aura pas la même sensibilité, le même équilibre, la même proprioception sur le sol. C'est marrant que tu dises ça maintenant dans ce contexte parce que, bah, en gros, on nous dit tous que pour nous protéger, il faut qu'on soit enfermé. Alors que, bah oui, Oui, quand on va bah sortir, oui, il va se passer des choses forcément. Donc je trouve ça, le contexte est exactement, assez c'est marrant. ça. Et Non, mais c'est totalement ça. En fait, faut juste se dire, faut être préparé. Et pour être préparé, pour le coup, être pieds nus pour un enfant, c'est la meilleure chose, on, franchement. on peut faire par exemple, là je vais prendre un entraînement de basket. On peut faire Mhm. peut-être un échauffement pieds nus sans forcément faire du jeu, mais juste un échauffement pieds nus pour préparer donc les récepteurs du pied à être bien et puis ensuite Mm. pratiquer l'entraînement avec les chaussures. On pourrait faire ça. Ouais, clairement. Ouais, ça peut être une bonne idée. Pareil, toute proportion gardée pour l'échauffement et l'entraînement juste avant l'activité, où faudra éviter, voilà, justement des choses où le pied sans chaussure va vraiment pour le coup être trop traumatisé, des torsions extrêmes, par exemple des pivotés. Pour le coup au basket, il y a souvent Mmh. ce mouvement là de pivotement du pied par terre et donc du genou, etc. et, euh, et ça, oui, il va falloir peut-être y aller doucement sur ces points là, mais par contre tout ce qui va être course linéaire, saut, etc., pieds nus, il y a aucun problème. Et pour l'haltérophilie, pour ou contre les chaussures hautes, là, les chaussures à talons, les chaussures d'haltéro? Ouais, non, bah oui, je vois très bien parce que ayant pratiqué un petit peu aussi le CrossFit l'année dernière, au milieu de cette année un peu spéciale, j'ai pu tester différentes choses parce que je suis arrivé en CrossFit au début d'année 2020 avec des chaussures de sport classiques, quoi, des running. Les running, ouais. Euh, j'ai investi dans une paire alors c'était des Nike, Metcon. c'était pas les Metcon, non, non, c'était pas des Metcon, c'était des Reebok, non, justement, je dis n'importe Ah, quoi, des et des nano. Reebok, des Nano, voilà, Mmh. exactement. Donc c'était avec une forme d'avant-pied, enfin une forme de plus ou moins adaptée pour un pied assez large, et mais plate, sans drop finalement. Et voilà, l'histoire du drop sur l'haltéro, je pense que je suis pas assez expert pour pour donner mon avis précisément, mais franchement, pour moi, il y a pas de règle absolue. D'accord. Je suis sur Instagram un gars qui s'appelle Sonny Webster qui il me semble qui a gagné plusieurs médailles aux Jeux Olympiques en haltéro, et il me semble qu'il avait performé, je crois, à Londres, si je dis pas de bêtises. Mais en fait, c'est un gars, si vous regardez son compte Insta, il fait de l'haltéro pieds nus, en chaussures, en tongs. Enfin, bon, en tongs, j'exagère, mais je crois pas qu'il fasse ça non plus, parce qu'il faut que le pied ait un équilibre. Mais il le fait sous toutes ses formes, et il dit qu'il n'y a pas de, il raconte en anglais pour le coup, qu'il n'y a pas de règle absolue, qu'il faut faire en fonction de son corps, en fonction de sa mobilité.
et qu'une mobilité, ça se travaille aussi, surtout chez un enfant, parce qu'un enfant, il est très malléable, on va dire, au niveau de la croissance Ouais. et de ses muscles et de ses os. Donc, on a encore la possibilité de travailler à ce moment-là, et c'est ce qu'il faut faire. Insister sur la mobilité pour le coup pour les enfants, pour pas être trop raide par exemple et avoir besoin d'un drop trop haut sur une chaussure d'haltéro, Mmh. parce que le tendon d'Achille sera trop tendu à cause d'une d'un manque d'effort quand il a été jeune, quoi, on va dire. Mmh. J'ai, donc je coach des jeunes et je remarque moi, alors je sais pas si c'est les chaussures, mais ils ont tendance à, quand ils courent, si tu veux, à un peu, se laisser tomber sur le pied, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais comme si les Oui, chaussures si, étaient ouais. lourdes et je voulais savoir si toi justement, tu en avais entendu parler, tu sais pourquoi ils ont ce pied aussi lourd qui traîne des pattes tout le temps? Alors, moi, j'en ai pas entendu parler particulièrement, de ce phénomène, mais j'ai la remarque aussi comme toi de quand les enfants courent souvent de ce côté un peu, voilà, comme tu dis, pieds lourds, tout le corps souvent même un peu lourd, hein. Ils se laissent aller, ils se laissent Mmh. tomber, ils font l'effort quand il faut faire l'effort, mais ils poussent pas autant parce que je pense qu'un enfant dans sa tête, heu, tout dépend de ce qu'on appelle enfant aussi, mais un enfant assez jeune, pour le coup, si on reprend les enfants que tu entraînes, qui sont dans une tranche d'âge de la dizaine à peu près, c'est ça? J'ai 2 couples, un Autour de 6-9 et un de, on va dire, plutôt 12-15 quand même. ouais. Donc en soi, c'est pas une mauvaise chose, hein, ce phénomène qu'on peut remarquer. C'est juste qu'un enfant, pour moi, hein, là, l'explication, elle est peut-être un peu simple, mais je pense que c'est ça, c'est qu'un enfant, il a pas cet esprit de enfin l'esprit vif, on va dire, d'un quelqu'un qui va être entraîné depuis plusieurs années. Surtout s'il il a commencé depuis pas longtemps. Souvent, bah voilà, l'enfant, il va un peu se laisser aller et trouver son rythme, trouver sa façon de marcher, de courir, de sauter, de faire des efforts en général. Et dès qu'il va être un peu entraîné, je pense que ça, tu le remarques peut-être plus sur des enfants qui ont commencé, je pense, enfin qui commencent en tout cas cette activité. Alors que Ouais, si tu reprends un enfant peut-être qui a 10 ans, mais qui ça fait 3 c'est ans qu'il vrai. fait par exemple du crossfit, tu le verras moins Il parce qu'il aura un sera pied plus entraîné à cet tonique, effort. ouais. Exactement, voilà. Parce qu'il aura voilà, l'expérience. Bêtement, c'est l'expérience et le temps et l'activité sportive, on va jouer, clairement sur ce phénomène, Mmh. dans le bon sens. OK. Je crois que tu as répondu à toutes mes questions. Est-ce que toi, il y a, quelque chose que tu veux dire ou que tu veux aborder? Alors pas en particulier, mais c'est vrai qu'on a bien insisté sur l'ostéochondrose, mais évidemment, il n'y a pas que ce genre de pathologie qu'on retrouve chez les enfants. Mais il faut vraiment, ouais, voilà, pas sous-estimer les enfants, comme on disait tout à l'heure, au niveau de la douleur surtout. Informer les parents, ça c'est clair, et suivre en fait, faire une évolution, en parler régulièrement, parce que si on va pas chercher les infos, si on va pas piocher ce qu'il faut, piocher dans la tête d'un enfant, souvent, il va le garder un peu pour lui. Il y a des enfants plus ou moins, comment on appelle ça? Mince, je trouve plus le mot, on va dire, renfermés sur eux-mêmes ou voilà, ouverts plus au monde, mais en général, ils vont quand même souvent garder les choses pour eux. Mmh. Donc ce qu'il faut vraiment faire attention, c'est ça, et se dire qu'il faut faire la différence entre une sensibilité et une douleur, par exemple. Quand nous on fait un examen ou quand il va en parler à ses parents ou à son coach ou à ses copains, voilà, aux gens qu'il y a autour de lui, faut faire attention, enfin attention. Faut bien distinguer la différence entre les 2, parce que, entre une vraie douleur et une sensibilité, on va pas du tout le prendre en charge de la même manière. Quand je dis «on», c'est pas que nous en tant que pédicure podologue, c'est tous les gens qui y a autour de lui, la prise en charge, parce qu'une prise en charge, c'est pas juste un traitement. La prise en charge, c'est tout, c'est ce qu'il mange, ce qu'il fait, c'est comment il dort et tout ça. Nous, après, on peut plus le gérer. Donc tout le monde a son rôle à jouer, que ce soit le coach, les parents, quand même souvent, et les professionnels de santé au sens général qui peuvent graviter autour de lui. Mais voilà, pour moi, c'est plus ça qu'il faut retenir, et faire des bilans, des checks médicaux de temps en temps, pour avoir un suivi assez régulier, surtout si il y a une volonté de faire du sport de manière assez intensive. Mmh. Et il y a d'autres pathologies qu'il faut être attentif? Ou il faut être attentif? Heu, Moi, je dirais c'est un peu, alors je connais peut-être pas les chiffres exacts en proportion, je veux dire, des fractures de fatigue,
Mais clairement, ça, je parle plutôt sur une catégorie d'enfants qui sont très sportifs. Ouais. J'ai oublié le terme ah, je crois que j'avais pris une note, je sais pas si je l'ai laissé. Non. Mais il y a un terme qui en fait qui sépare un enfant ultra sportif d'un enfant sportif normal, où je crois que la limite c'est 12 heures par semaine de sport. Ou Ok. quand ça va au-delà, l'enfant est classé en gros dans une classe d'enfance hyper sportif. Et pour le coup, voilà, les fractures de fatigue pour ces vu qu'ils ont comme on a dit tout à l'heure, une sensibilité peut-être différente de celle d'un adulte, il va peut-être avoir tendance des fois à trop faire d'efforts, à pas avoir non plus aussi le recul la capacité mentale à se calmer, à se limiter, et donc avoir plus de chances d'éventuellement contracter une fracture de fatigue au membre inférieur, surtout. Mhm. Moi, je parle parce que nous, on est pédicure podologue, donc le pied, Ouais. ça reste notre domaine. Et après, évidemment, on étudie l'anatomie du membre inférieur et de la colonne vertébrale, du rachis. Mais oui, au niveau du membre inf, ça peut être clairement une autre chose à vérifier, parce que les fractures de fatigue, en plus, ce qui est insidieux, c'est qu'on les voit pas tout de suite. C'est pas une fracture nette comme une fracture classique où on va faire une radio sur le moment et on va la voir. Là, la fracture de fatigue, elle va être un peu plus vicieuse. Ça va être des fois une douleur qui va ressembler à un coup, un choc. Et en fait, finalement, si on le laisse traîner, ben, la fracture va s'aggraver et peut réellement se transformer en fracture concrète. Donc pour Mhm. moi, les fractures de fatigue, c'est la deuxième chose sur lequel il faut surveiller l'enfant en Ok. faisant comme on disait tout à l'heure, des checks réguliers, quoi. Mhm. Ok. On va passer aux petites questions rapides de fin. Je Mhm. voulais savoir, est-ce que tu as un livre ou une chaîne Instagram ou YouTube que tu conseilles de suivre? Alors pour rester un peu dans le thème, il y a alors je sais pas s'il a son diplôme de kinésithérapeute, mais en tout cas je sais il a une formation en thérapie manuelle. Il a une page, je crois qu'il a un compte Instagram et une page YouTube, il me semble les 2. Il s'appelle, enfin son pseudo c'est Major Mouvement. Ah, Major Mouvement. Et Ouais. alors je suis pas à fond dans tout ce qu'il dit et ce qu'il fait, mais je trouve qu'il y a quand même une volonté de vouloir un peu vulgariser des choses qui sont pas assez vulgarisées, ouais, au grand public. Mhm. Et nous, c'est ce qu'on essaye de faire, hein, bêtement, hein, de faire de l'éducation thérapeutique, finalement, d'apprendre aux gens comment se traiter et se soigner, à notre niveau, évidemment. Mais je pense qu'il faut qu'on le fasse plus à tous les niveaux et tout le monde, pour que tout le monde soit un peu plus au courant de qu'est-ce qu'une ostéochondrose, parce qu'il y a sûrement des gens qui écouteront ce podcast et qui avaient jamais entendu ce mot. Et Mhm. donc c'est des choses qui sont évidemment dans le domaine un peu du médical, paramédical, mais qui, grâce à des gens comme ça, par exemple comme Major Mouvement, permettent au grand public de pouvoir comprendre mieux, Mhm. et des J'avoue, fois de se poser des questions qu'on se poserait pas. ouais, j'avais écouté une de ses vidéos sur la position de l'articulation Mmh. scapulo-humérale sur l'overhead, et j'ai Ouais. trouvé ça intéressant. Ouais, il a bien expliqué les choses. Il a bien rendu ça facile pour que tout le monde puisse comprendre. Ah, c'est ça. Et il est là pour les gens. Il est là pour soigner les gens, pas pour avoir une réputation, pas pour gagner de l'argent, plus que ça. Enfin, son objectif, c'est réellement faire ça pour les gens, quoi. Et ça, c'est le plus important, Ok. avant tout. Est-ce qu'il y a une personne que tu aimerais écouter prochainement dans ce podcast-là? Euh, je pense que, ouais, je dirais justement pour que il y ait peut-être un deuxième avis en tant que podologue, un ancien prof que j'avais eu à l'école, qui avait un cabinet il y a encore quelques années privé, et maintenant qui bosse en partie pour le Stade Français à Paris, et il me semble qu'il a une formation de podologue du sport, si je dis pas de bêtises, mais qui s'appelle Christophe Blanc, qui est donc voilà, un peu un podologue, pédicure podologue sur la région parisienne, et qui, je pense, avec l'expérience qu'il a, il est centré très vélo aussi, il me semble, cyclisme, Ah, ça peut être pourrait cool ça. apporter qui pourrait apporter quelque chose de différent, enfin de supplémentaire par rapport à moi, qui suis finalement un néo pédicure podologue, quoi, qui est assez récent dans le métier. Donc ça pourrait être, je pense, intéressant d'avoir le comparatif des deux.
Ok. Et est-ce que tu as un exo que tu aimes bien faire avec les jeunes euh, que tu as comme ça? Ou que tu aimerais Alors que les jeunes nous, c'est vrai fassent? que ouais, le truc qui est pas mal pour déjà voir s'il y a une bonne un bon équilibre, une bonne motricité, c'est de faire des petits allers-retours, on va dire des petits oui des petits oui allers-retours dans une pièce ou dehors sur une phase sur la pointe du pied et l'autre phase sur les talons. Ah, ok. Donc vraiment, pour travailler en fait la phase sur la pointe du pied va vraiment nous donner une idée sur le médio-pied, donc ce qu'on appelle le médio-pied, c'est la moitié du pied finalement, Mhm. au niveau interne ou le tibial postérieur qui est un muscle très important pour l'inversion. Ben, la pointe du pied, enfin ce petit test de marcher sur la pointe du pied, si elle est bien faite, s'il est bien géré, ça peut être même presque des fois un petit entraînement carrément, fait de marcher que sur la pointe du pied et de faire l'aller-retour sur les talons, c'est pas mal parce que ça fait travailler aussi les releveurs du pied. Donc c'est un petit exo tout simple. C'est même pas, je pense même pas qu'on peut appeler ça un exercice, mais je pense que ça pourrait être même à intégrer dans un échauffement Dans un et échauffement, pour ouais. justement ouais. Mhm. Ouais, ça peut être bien, ouais. Ouais, ok, bah, je le mettrai en place, je te dirai ça. Je te ferai des retours. Pas de souci. Nous, Euh, en tout cas, moi, c'est quelque chose que j'utilise comme test au cabinet, quoi. Comme pendant un examen, ça va être un test que je vais faire. En plus, c'est assez ludique. Justement, on peut amener ça facilement avec un jeu en disant ouais, tu dois marcher jusqu'à la base sans poser les talons ou inverse. Ça peut être pour les enfants, c'est assez ludique aussi. ok. Bah écoute, je te remercie beaucoup d'avoir pris du temps pour moi et pour les Bah, merci auditeurs. à toi. Bah, je pense te revoir dans pas longtemps de toute façon. Mhm. Merci beaucoup. Je te dis à bientôt. Merci à toi. Ouais, Merci à également. tous. C'est la fin de cette interview. Merci à tous de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous prochainement pour de nouveaux épisodes. À bientôt.